je vous propose un voyage dans le temps, à une époque où la condition humaine observe un certain progrès, mais où celle des femmes plus particulièrement n'a que faiblement évolué. Dans certaines contrées du monde, nombre d'entre elles sont victimes de violences physiques et sexuelles. Certaines, encore enfants, sont vendues ou mariées de force. D'autres subissent des viols comme armes de guerre lors de conflits armés. Ailleurs, c'est la prostitution forcée, les mutilations génitales, l'infanticide. Du côté de chez nous, la violence conjugale fait rage également. Un phénomène confiné au privé, trop souvent relégué à de simples faits divers. Il s'agit bien là d'une problématique sociétale majeure. Des femmes et des hommes luttent chaque jour pour alerter leurs semblables et venir au secours de celles qui en ont le plus besoin, dans le but de prévenir et d'enrayer ce mal. Bienvenue en 2019. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que l'on pense. Ça m'inspire la lâcheté des hommes. Moi, ça m'inspire manipulation. À quel point l'être humain peut être mauvais en fait et l'hégémonie qu'ils pensent pouvoir exercer sur les femmes. Moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout un manque de confiance dans le couple. Beaucoup de victimes des violences conjugales ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes à cause de la manipulation qui peut aller avec et l'abus psychologique. Au fur et à mesure du temps, elles se font maltraiter, mais pour elles, ça devient une habitude, en fait, comme une normalité. Du coup, elles n'osent pas en sortir. Ça m'inspire des frissons de haine parce que ça ne devrait pas exister. Voilà. Encore maintenant, au XXIe siècle, c'est scandaleux en fait. Il faut se battre contre la violence conjugale, c'est quelque chose de terrible et qui a un impact aussi sur toute la famille et pas simplement la personne qui est affectée. Combien de temps tu as été victime de violence conjugale ? 20 ans, Tu as quel âge ? 43. En fait, j'ai rencontré mon ex-mari et ce qui a déjà été très particulier au début, c'est que j'étais amoureuse de lui, lui aussi, qui m'a assez vite caché des choses, comme le fait qu'il avait des dettes. Il vivait fort au-dessus de ses moyens. Et assez vite, j'ai été amené à payer son loyer, ses frais, etc. On était amis, on parlait avant d'être ensemble, on était amis, on parlait beaucoup. Son frère était mon meilleur ami. Donc lui, je ne le voyais pas comme ça. Enfin, on s'est remis ensemble. C'était parce que la nourriture n'était pas bonne, parce que je me suis maquillée. En fait. Non, je ne pouvais pas me maquiller. C'était interdit. Il détestait ça. Il détestait le maquillage, en fait. J'étais aveuglé par le fait que je me sentais aimée, que j'étais amoureuse de lui et que j'avais l'impression que pour la première fois, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans mon cœur. Et donc, il est venu habiter chez moi et en même temps, il m'a demandé en mariage. قالوك الفو تزوج قلت له الزواج هو بغى يخليني نقرا وخليني داكشي قال لي غنخليك تقراي المهم ديروا الواجب ديال الزواج العقد وهوك وتبقاي تقراي تحول واحد المدينه صغيره قال لي خاصك تمشي ما نقدرش انا نبقى خدام تما كان بوحدي خاصك تكون كل مرة في الدار قلت له اوكي حريه التصرف نخرج عريانه مقطبه بقينا عشنا مزيان ولت الوليد الاول ولت الوليد الثاني الوليد الثالث. On avait une dispute et il était avec une autre femme. Et bon, je suis devenu folle, j'ai frappé la femme et le gars il m'a battu, il m'a frappé, voilà, comme un homme, avec des coups de poing. Avec cette jalousie et... Oui, c'était la première fois. Il m'a donné des coups de poing dans la figure, partout, des coups de pied. Il m'a pris par les cheveux, je sais pas, il m'a traîné, quoi, il m'a traîné dans la rue, comme ça. C'est con, mais la tromperie m'a fait plus mal que les coups. C'est bête, je ne sais pas. Mais ce qui m'a fait plus mal, c'est de le voir avec une autre femme, le fait qu'il m'a frappé, en fait, je ne sais pas. Et je peux dire oui, je me suis dit, il m'a frappé parce que j'ai fait ça. Donc voilà, toujours, je dis c'est toujours, ah oui, c'est moi qui a fait un truc qui n'était pas net. En fait, il y a le phénomène de honte parce que les femmes pensent que quelque part elles sont responsables. Forcément, si l'autre personne lui dit mais c'est ta faute, c'est ça, ce sont des trucs classiques. Hein. Cette patiente que je suis encore maintenant, elle me dit ça. Il lui disait tout le temps c'est de ta faute. De toute façon, c'est de ta faute. Elle m'a dit l'autre fois, c'était vraiment fabuleux. Elle me dit
il me disait que j'avais pas beaucoup d'amis à cause de ma personnalité et que du coup, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup d'amis. Et maintenant, je me rends compte que c'est lui qui n'a pas d'amis. Que les amis qu'on avait ensemble, ils ne le voient plus lui, mais ils viennent me voir moi et disent mais oui, mais on vous voyait, mais on vous voyait peu parce qu'on n'a pas. Enfin, lui, c'était terrible. On n'a pas envie, notamment de voir comment il te traitait. On a vécu une période assez calme, plutôt positive. Je sentais qu'il n'était pas bien du tout d'être dans mon appartement. J'habitais dans un petit appartement qui était vraiment prévu pour moi et je sentais qu'il étouffait fort. Je me sentais coupable déjà de ça, alors que j'étais pour rien en fait. Qu'il ne savait pas payer le loyer de son grand appartement et que s'il avait... Enfin voilà, et donc il a commencé à mettre de la pression pour qu'on prenne un autre appart. رحلنا شرينا واحد البيت في 1975 عام المسيرة. الساعة عندي واحد وليد زكريا عنده 3 أشهر، يلاه 3 أشهر، ولا كيعطيني المصروف اللي كيعطيني أنا قليل، كيشد هو بار الكسير، تيمشي يشرب يضيع، ما عالماش أنا ما عالماش، صافي جالسة مرا في الدار مقابلة وليداتها وداكشي. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont soutenu mon choix, parce que c'était mon choix et que mes parents, même s'ils trouvaient que c'était trop tôt et que c'était immature de se marier si vite, évidemment qu'ils ont soutenu, évidemment qu'ils ont fait ce qu'il fallait, qu'ils ont payé le banquet, qu'ils ont payé les voyages de noces, que j'avais une belle robe, que tout était bien fait, quoi. La famille de mon ex-mari n'a rien payé, n'a rien proposé de payer. Et je me rappelle une fois, je devais faire vacciner notre deuxième enfant. Et donc, je suis partie la vacciner, je me suis maquillée un peu. Et j'ai oublié d'enlever le maquillage avant qu'il arrive. Quand il est arrivé du travail, il m'a vu, j'étais maquillée, il a pris mes yeux comme ça. Elle me dit, pourquoi tu es maquillée comme ça, enlevée, comme ça, toute fou. Après, il m'a pris les cheveux, il m'a donné avec le mur. Il m'a frappé comme ça la tête avec le mur. Non, jamais en public. Toujours à la maison, quand les enfants ne voyaient pas. Mes enfants n'ont pas vu ça. Les enfants, donc ils me prenaient la tête comme ça, on rentrait dans la chambre et c'était dans la chambre. J'avais un peu l'impression qu'ils se disaient que ben voilà, ils avaient trouvé une bonne fille, de bonne famille, entre guillemets, universitaire, un bon milieu, enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de fragile dans leur fils. Ils se disaient voilà, que c'était bien. Eux étaient contents du mariage. Mes parents avaient l'impression, ils m'ont dit de me brader ce jour-là. Et voilà, je suis tombée enceinte en un mois. C'est comme si mon cerveau ne réalisait pas, en fait. Quand le test de grossesse est devenu positif, j'ai vraiment senti l'angoisse. Je ne sais pas si je sentais déjà que ça allait mal se passer au fond de moi. كنتسناو لافان ديال العام غادي ياخذ البريم ديالو، غياخذ الكونجي بجوج باش يكون هذاك البريم وهذاك السوق غيكون غادي نديرو بيه حتى شي حاجه، غادي نخرجوا شويه نفوق جوبي مع الوليدات وداكشي. بقات ان سيمين هكاك غياخذ البريم ديالو الكونجي ديالو، تخاصم معايا على والو تخاصم معايا، ضربني كلشي. قلت له علاش هذا الشيء هذا انا المشاكل انا هكا. هو كيدير بروغرام باش يسافر بوحدو. اول خطره ضربك؟ اول مره ضربني ضربه هنا كلشي زراق، ضربني هنا ضرب المنخري، ها هو باقي هنا شويه عوج من هنايا. جات امي داك الشيء قالت لي صافي تجي بحال هذاك، دات لي وليداتي مشيت لدارنا، جلست هو شد الكونجي شد البريم ديالو مشى فوج مع راسو، قعد دوز الشهر ديالو ديال الكونجي فين مشى فين بغى. الوقت اللي جاب صيفط ليا الناس كلشي العائله غترجع على قبل وليداتك هوك. Comme il savait que je suis claustrophobe, il adorait mettre un oreiller. Il me fait, et ça c'était une blague pour lui, mettre un oreiller dans la tête, et moi ça me rendait folle, je pleurais, oui. Et mais il rigolait, ça, il aimait ça. Il était fou. J'étais enceinte aussi, il me frappait, il s'en foutait, dès qu'il était fâché, il me frappait. Il prenait à foutre si moi j'avais un gros ventre, pas devant les gens, jamais. Jamais devant les gens. J'avais plus d'amis parce que, je sais pas, il y avait peur d'en parler aux autres. Je sais pas.
Tu sais, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une famille. Papa, maman, enfant. Je me suis dit, je vais lutter pour ça. Mes gosses vont avoir leur père. Parce que je n'ai pas eu le mien. Bon, je n'ai pas vécu avec le mien. J'avais eu le mien, mais on n'a pas vécu. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Que j'allais avoir un mari et tous mes enfants avec le même. Et qu'on allait faire une famille. Donc je me suis dit, je vais tout donner pour ça. Et si pour ça je dois supporter les coups, je vais les supporter, c'est pas grave. Je vais juste l'éviter, apprendre à vivre, quoi. Donc s'il n'aimait pas que je me maquille, je ne me maquille plus. Si je veux avoir des problèmes parce qu'il y a des amis, je ne peux pas avoir d'amis. Mais j'étais pas vraiment malheureuse en fait. C'était des moments de malheur, comme il y avait des moments de bonheur. À la fin, on s'habitue à tout. Hein. Il a investi l'autre chambre. Pendant 9 mois, il m'a pas touché, mais même pas la tendresse. Et donc pendant 9 mois, il a vraiment été pas du tout attentif à moi, pas du tout à l'écoute de ce que je ressentais, pas du tout empathique. Pour lui, il disait que c'était moi qui avais de la chance d'avoir la grossesse et que lui il se sentait déjà exclu de cet être qui était en moi. Et il me disait déjà que je préférais la petite à lui. Voilà, une femme enceinte, on en prend soin. Lui, il me laissait aller porter des packs de bouteilles d'eau à 8 mois de grossesse au Deleuze, et les gens me les amenaient à la maison et disaient « T'as encore fait ta victime ?» Alors que je dis « Mais non, mais c'est super mauvais, moi je peux pas porter ça. » Mais lui, il passait ses journées à boire. Déjà le dimanche, il travaillait dans l'Oreca, donc il avait son dimanche. Et il m'aidait pas du tout, quoi. La chambre de la petite, mes parents l'ont payé. Il l'a montée avec mon père, mais c'est bien la seule chose qu'il a fait. Il a pas du tout acheté des choses pour la petite, il l'a pas investi. Il disait toujours que je m'y prenais trop tôt. Alors que finalement, je me suis pris à 7 mois, mais je pouvais accoucher précocement. Enfin, donc voilà, et donc cette grossesse a été difficile, d'autant plus que dès que je disais que c'était difficile et que je disais, si c'est comme ça, je me casse, je suis parti en Thaïlande, de toute façon, t'as changé, c'était toujours t'as changé, t'es plus la même, t'es devenue chiante. Voilà, moi j'étais inquiète, j'étais préoccupée, j'avais un bébé dans mon ventre. Je devais en prendre soin, je mangeais pas beaucoup, je travaillais toujours autant, j'étais pas heureuse parce que je sentais bien que ce que je pensais qui allait lui faire le plus plaisir et qui allait lui faire qu'il me donnerait le plus d'amour, parce que j'étais dans une quête, impossible d'amour, c'est aussi un travail que j'ai dû faire par ailleurs. كولي ندمت على النهار اللي تزوجتك فيه. وليت كان سميتو دار الحطيات منه باش ما كان يضربني. اي حاجه يضربك بها اي حاجه صافي ما تلاش بغى يصرف على الاولاد ما تلاش بغى يشري شي حاجه كنقول نصبر من هوك ومن هوك حتى لهذاك النهاريات صافي غادي جا مشى شرب الشراب والله على ما شرب معاه لقاني مع الدخله لقاني كنجفف مع هو جاي داخل لقاني داري داك المنطه بحال كان قاد فيها قلع مني دار لي عنقي هوك الوالي علاش كنجر قجني بها ديزا جارتنا الله يرحمها اختي فطيمه قالت لي هدا العدو هدا اش كدير درت لي قالت لي بنيتي حبيبه قالت لها نعم قالت لي السيد ما بقات معاه 10 صافي هربت خليت الاولاد تبعوني الوليدات مشيت في حالاتي هذيك الليله شد كل شيء اللي في الدار تهرس العافيه شعلت كاين الخيش تاع القمح حل لاكار كب فيه داك الشيء وطلق الماء الوقت اللي كنقول له غنديك السبيطار غنديك التعالج داك الشيء كيقول لي انت اللي خاصك السبيطار انت اللي خاصك هذا وانت اللي خاصك هذا وخاصك هذا انت باغا تعاونيه مازال باغا زعما بغي كان عاون اخر لحظه وكان عاون حتى اخر المطاف وباقي صحتي كتدهور هو عار واخا داك كيشرب كلشي كيخرج كيمشي للشارع ياكل حنا اللي كاين ناكل اللي ما كاينش ما ناكل وقت اللي ندي السبيطار صافا وقت اللي يجي قعد ان سيمين رجع لحاله الشرابات حتى الفاليد كنعطيوه الفاليوم نوزينو وواحد الفانيد اخر ما تسمو هادشي خاصك دير ليه بالتوقيت وكيوصوني انا باش ندير ليه كيجي كيقلعوا ليا كيدق الفانيد وكيديروا مع الشراب. D'après les données de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, une femme sur 3 subit en moyenne des violences d'ordre sexuel ou de maltraitance au sein du couple depuis l'âge de 15 ans. L'enquête réalisée sur 42 000 femmes révèle aussi
qu'une femme sur 5 en Europe est victime de violences physiques ou sexuelles et qu'en moyenne, 1 sur 2 est victime de violences psychologiques. Selon les données de la Banque mondiale de 2015, une femme âgée entre 15 et 44 ans a un risque plus élevé de subir des violences conjugales que d'être victime d'un cancer, d'un accident de la route, d'une guerre et du paludisme réunis. Une seule femme sur 10 ose parler. Les 9 autres se taisent. L'origine des violences conjugales, ce sont les inégalités de genre. C'est notre société sexiste, le fait que les femmes sont subordonnées aux hommes. Et on le voit, la plupart, la grande majorité des auteurs sont des hommes, la grande majorité des victimes sont des femmes. Et donc la violence est vraiment un outil pour contrôler et dominer les femmes. Et donc c'est la société sexiste, le patriarcat qu'il faut cibler pour éradiquer les violences conjugales et plus largement les violences basées sur le genre. Quand il m'a frappé, parce que la nourriture était pas... Parce que le poisson était salé, soi-disant, quand il m'a frappé, j'ai été voir ma mère. Et j'ai demandé, j'ai dit, je veux le quitter. Je me disais, enfin, il y a des moments, hein, tu vois, il y a des moments où je me disais, je ne peux pas survivre comme ça. Ça m'a fait mal, j'avais mal. Moi, je dis à ma mère, maman, je veux le quitter parce que je ne crois pas qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il me frappe, il est violent, il est méchant. Et ma mère m'a dit, où tu vas aller? Quand on a grandi dans un certain milieu, et si tu veux, tu peux lire le bouquin de El-Kaïm, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, où on voit que, effectivement, si on grandit dans un milieu où on a, par exemple, si une jeune fille dit à sa mère, mais maman, pourquoi tu te laisses taper par papa comme ça, et sa mère lui dit, tous les hommes sont comme ça. De toute façon, tous les hommes sont comme ça. Alors vraiment, si on grandit avec cette idée que tous les hommes sont comme ça, forcément, pour trouver un homme, on va trouver un homme qui vous bat. Alors il explique qu'on a la vision du monde et le programme officiel. Cette jeune fille va se dire, oui, moi je vais trouver un homme qui ne me battra pas parce que quand même ça fait mal. Parce qu'en fait, lui, il a ses problèmes, c'est pas, à mon avis, son père battait sa mère, donc il est malade en fait. Mais il n'est pas méchant. Une fois, on m'a volé, il y avait des hommes qui ont volé mon sac, et lui, il est sorti comme un fou. Il pouvait donner sa vie pour moi. Lui, il me disait, couche-toi, repose-toi, moi je vais préparer à manger. Il me faisait des massages aux pieds, il me prenait mes pieds, il faisait des massages. Je ne lui levais jamais des choses lourdes, c'était lui tout le temps. Lui, il faisait tout pour me faire. Il me traitait parfois pire comme une princesse, mais juste après, il me frappait. On a dû déclencher l'accouchement parce que ma fille était post-terme. Et donc j'ai dû rentrer à l'hôpital un soir pour qu'on me mette les ovules pour déclencher. Et je me rappelle qu'il était là comme un lion en cage en me disant « Moi je peux pas rester ici, je peux pas rester ici ». Il était 10h du soir, je dis « Bah rentre à l'appart ». Donc il m'a laissé la soirée seule. Et donc moi j'ai traversé le couloir de la maternité avec tous mes sacs, avec mes contractions plus, et il m'a même pas aidé à porter un sac. J'ai demandé la péridurale et je me rappellerai toute ma vie. Péridurale, c'est dans la moelle épinière, donc c'est dans les vertèbres. Et donc la médecin m'avait dit de faire le dos rond, comme un chat. Et je me rappelle, c'était la seule qui avait été gentille avec moi. Mon ex-mari était vraiment Dieu et je me rappelle avoir pris dans mes bras. Je pleurais, quoi. J'étais en dos rond. Elle m'a piqué à ce moment-là, mais moi, je voulais juste pas qu'elle parte, quoi. Et je me rappelle avoir pleuré pour pas qu'elle parte, parce que c'était comme un câlin en fait. Et j'avais tellement peur, j'allais accoucher, c'était nouveau pour moi. Quand vraiment le bébé allait venir, ils ont dû le chercher parce qu'il fumait de nouveau une clope. J'avais beau l'appeler sur mon téléphone, il venait pas, donc il est arrivé vraiment juste pile poil au moment où j'allais accoucher. Quand ils m'ont mis ma fille sur le ventre, j'ai pas voulu la garder au début. J'avais peur de ne pas l'aimer, j'avais peur de lui reprocher tout ça, j'avais peur qu'elle soit toute maigre, parce que j'avais pas grossi, j'avais peur qu'elle soit pleine de problèmes de peau. Mon ex-mari avait du psoriasis et il m'avait dit oui, je sens qu'elle va avoir ça et je m'en voudrais toute ma vie parce que je me regardais vraiment depuis 3 minutes. Moi je voulais pas, j'arrêtais pas de demander à mon ex est-ce qu'elle est bien, il me dit mais oui, elle est magnifique.
Et puis quand j'ai tourné, je l'ai vu, c'était vraiment beau, quoi. Enfin, on dit toujours que c'est le plus beau jour, mais c'est vrai que c'est le plus beau jour. J'aurais plus d'enfants, mais si je pouvais juste revivre ce moment. Et en même temps, il m'a mis ma famille à dos. Il m'a dit que ma famille, c'était à cause d'eux que ça n'allait plus, qu'ils avaient une mauvaise influence, que mes parents critiquaient beaucoup mes parents et critiquaient beaucoup mes frères, qu'il m'a isolé socialement. J'avais quelques amis, je sais pas comment il a réussi à foutre la merde entre nous, mais il a réussi. Il poussait sur des mécanismes, en fait. Il créait une dispute, il disait par exemple, je suis sûr que tu couches avec... Il était persuadé, j'avais un pote, il était persuadé que je couchais avec lui. Et il me fait toujours des scènes de jalousie dès que j'avais un message, et au point pour partir en claquant la porte, juste pour pas les picoler pendant 4 jours, quoi. C'est passé à un moment où j'ai commencé à vouloir divorcer quand même. Ça avait été tellement loin, il avait été tellement méchant avec moi, il mettait tellement en danger ma petite que je me suis dit, moi je peux supporter ça. Pour moi je resterai, mais je peux pas lui faire vivre cet enfer-là. Pour elle, elle a rien demandé, et je peux pas continuer. Il y a trop de disputes, les disputes étaient permanentes, les disputes c'était la nuit, elle entendait des cris tout le temps. كنمشي للكوميساريه في الليل عريانه كدي وليداتي معايا كنقول انا بغيت الحبس ندخل ليه نعس فيه كاين الحراسه داري ما كانش اللي حارسني كنصبر يومين 3 ايام ما كنعش وهنا كتجيك واحد اللحظه خاصك طيح بلا ما تشعر ديما دايره منه الطنسيون دايره منه الطنسيون فزعه بقات فيا سنين وانا فيا ديك الخلعه الوليدات كينعسوا كلشي داير فيا بحالو اي واحد كينوض يترعد في الليل رغم هو مريض وداك الشيء ما تيتنعقل على حتى شي حاجه خرجنا ولد بهادي بلوبنا بنتي خرجنا ولد ما عاقلاش عليها كنقول لهم وفعلا هذاك الكرش اللي حملت بها ما حاساش بها كرش عندي حامله وما كنحسش بها بنادم ما كيتحركش ما كديرش حاجه كنمشي عند الطبيب كيقول لي عندك حامله عندك بنت هاد اللي كتقول لي ما كتحرك ما تقولش عندك بنت كنقول يا صاد ربي انا هاد الحمل ما باغاش وهاد السيد ما تلاش عندي معاه هاد الاولاد اللي ولدت معاه نقولوا لك عطيتهم لي احمد فيهم الله واني دابا من وليت العيشه الحاره والعيشه اللي ماشي هي هذيك هاد الكرش انا ما بغيتهاش الا كان شي عذاب عاد باقي غنتعذب مع هاد السيد تديني انا وهاد الكرش Plutôt qu'il ne savait pas contenir sa rage, en fait. Quand il le sait jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à contenir. C'est pas envers moi. Une fois, il est parti, enfin, chez nous, c'était un quartier très très chaud. Il y avait des voleurs en Équateur. Donc, ils sont venus avec des couteaux et ils voulaient ses chaussures, on laisse tes chaussures. Et ils l'ont insulté. Il s'est fâché. Il dit, ouais, je ne veux pas t'enlever. Il a commencé à se battre à main nue. Donc, les autres étaient armés. Donc on l'a poignardé, on lui a donné 3 coups de... on l'a poignardé, il était presque il était une semaine dans le coma, hein, il était pas bien. Mais ils s'en foutaient en fait. Hein. Après qu'il est sorti, il continuait à faire les mêmes choses, il se barrarait avec les gens, parce que quand il est fâché, il ne sait plus, il ne réfléchit plus. Voilà, c'était ça, il ne fallait pas juste aller chercher ça. Donc moi, me disant, je ne vais pas aller chercher qu'il me frappe. Et un truc qui est beaucoup plus grave, en fait, je me rends compte que quand je suis venu ici en Belgique, je lui ai dit, enfin aussi j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans quand j'ai eu ma 2e fille, donc je lui ai dit, enfin avant même, hein, je lui ai parlé, je lui ai dit une fois, écoute, je ne veux plus accepter que tu me frappes. Va te faire soigner, fais ce que tu veux, mais tu me frappes plus parce que sinon je vais te quitter. Mais il m'aimait, je savais qu'il m'aimait, il n'y avait pas ça, j'étais sûr que, il m'aimait. Il m'a demandé pardon, on a été voir des reportages sur les femmes battues, il a pleuré, il m'a dit « Excuse-moi, je n'aurais jamais dû faire ça, je suis désolé ». C'était quelqu'un qui apprenait à ses filles à se battre, il disait à ses filles « Personne ne peut te toucher ». Voilà. Et quand on est venu ici, moi je lui avais promis « Plus jamais tu me frappes parce que je t'assure que je te quitte. Je te quitte.
Je vais partir. Et on est venu ici, et la dernière fois qu'il m'a frappé, c'est pour ça qu'il a fait devant les 4 enfants. Les 4 enfants étaient là. Il a jeté, parce qu'il était fourrax, il a jeté la table avec toute la nourriture sur les gosses, avec la soupe qui était chaude. Et après, il m'a pris la tête et il m'a frappé contre un mur. Je me rappelle, mon fils avait 4 ans. Il avait les yeux ouverts comme ça. Et il est resté choqué. Moi, je ne pouvais... Je le regardais comme ça et il était choqué. Quand on est violent, on ne peut pas être un bon père. Pourquoi? Parce que les enfants, même si on a l'impression qu'ils ne voient rien parce qu'ils sont toujours dans la chambre, les enfants savent très bien ce qui se passe. Toujours, toujours, toujours. Et bien souvent, et certaines femmes d'ailleurs partent parce que monsieur commence à s'en prendre aux enfants. Et disent, moi, tant que c'était que moi, ça allait, mais les enfants, pas question. Voilà. C'est peut-être pas la bonne raison de départ, mais en tout cas, elles partent. Et c'est très bien comme ça, et on peut retravailler ça après. Mais, et donc là, non. Un enfant, d'ailleurs, on parle maintenant d'enfants victimes de violences conjugales. Alors, on pourrait dire, mais ça n'a aucun sens. Si, on voit bien que les enfants qui sont dans des situations où il y a de la violence conjugale entre leur père et leur mère, ou en tout cas, ou beau-père et tout ça, sont impactés de la même manière. Les symptômes sont les mêmes. Qu'ils reçoivent eux-mêmes les coups ou pas, les symptômes sont les mêmes. Les symptômes psychologiques, les symptômes physiologiques sont là. Quand on a régulièrement des enfants qui ont des problèmes d'énurésie ou d'encoprésie, à 10 ans, 12 ans, on ne peut pas ne pas faire le lien avec la problématique des violences conjugales. Et quand j'ai commencé à vouloir divorcer, il a commencé les tentatives de suicide. Donc ça a été une période aussi un peu mouvementée où, quand je voulais dormir pour plus entendre les disputes, j'entendais qu'il disait je vais crever et il commençait à prendre tous ses médicaments. Et donc j'ai commencé à appeler l'ambulance, enfin il y a eu plein de moments où il voulait pas partir avec l'ambulance, enfin j'arrive plus tellement à situer les dates. Mais ça a été aussi quand même une violence, je trouve qu'il faisait, du chantage au suicide. Puis un jour je lui ai dit écoute, tu pars en cure de désintoxication, sinon c'est terminé. Moi je voulais dormir, donc j'ai mis mes mains sur mes oreilles, poussé mes bouchons, ce qui m'a foutu un coup de boule. Assez fort. Il était très grand, très fort, mon ex-mari. Très maigre, mais très très sec. Donc moi, j'ai pas voulu entendre ce qu'il me disait, parce que j'en avais marre. Donc je voulais pas rentrer dans la dispute, donc j'ai attendu qu'il ait terminé son cinéma. Je me suis recouché. J'avais mal à la tête, mais je me suis dit, c'est pas grave, je me suis calmé, c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de relaxation. 1 heure après, il est revenu. Il m'a secoué, il m'a commencé à m'insulter, mais j'entendais pas tout ce qu'il disait. Je me rappelle, je m'étais me réfugier dans la cuisine et il m'a tapé dessus. Puis moi, à l'époque, j'avais eu un peu de Xanax de ma médecin, donc je suis retourné dans la chambre, chercher le Xanax. Et là, de nouveau, il m'a tapé dessus. Donc ça, c'était une nuit un peu horrible. Je me rappelle, j'ai appelé mon frère qui m'a dit, je viens te chercher. J'ai dit non, la petite dort, je peux pas. Il m'a dit, si je viens te chercher, reste pas là. Je suis resté là, le matin j'étais décidé à partir, pendant toute la matinée il m'a dit non, excuse-moi, pardonne-moi, je suis désolé, je sais plus ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'ai essayé de faire mes valises quand il dormait, je suis parti avec la petite, et je me rappellerai toute ma vie, j'avais tout mis dans la voiture, j'ai respiré comme ça en fermant cette voiture, sauf que quand je me suis retourné, il était là. Et ça m'a fait une telle peur que depuis, enfin, j'ai vraiment un truc que je suis toujours saisi en fait par les gens qui rentrent dans les pièces ou par mes collègues, dès qu'ils me parlent, enfin, c'est terrible quoi. Selon le rapport fédéral de la statistique policière de la criminalité de 2015, 9 716 faits de violence physique, 37 faits de violence sexuelle, 7 764 faits de violence psychique, 672 faits de violence économique dans le couple ont été commis et enregistrés en 2015 au niveau national.
Je pense qu'il y a plusieurs volets à la problématique de la violence conjugale. Donc, on essaye déjà d'expliquer qu'il y a un juriste qui peut les renseigner aussi sur le plan si elles ont envie de mettre une séparation pour des mesures urgentes et provisoires. Il y a tout ce qui est soutien psychologique, parce qu'il faut savoir que ces femmes-là, dans le fond, elles sont sous emprise, elles ont vécu des années avec un sentiment qui se développe de mésestime de soi-même, de perte de confiance, de perte de repères. Parfois, on peut lui conseiller aussi d'aller dans une maison adaptée, un refuge pour femmes battues, pour qu'elle puisse se mettre à l'abri avec ses enfants, parce que souvent les enfants sont quand même aussi, et ça je tiens à le dire, victimes. Ça permet à ces femmes d'avoir un espace où parler, où pouvoir rencontrer d'autres femmes aussi qui rencontrent les mêmes situations et se dire qu'elles ne sont pas seules, et pouvoir tout doucement reprendre les commandes de leur vie. Nous, on est une maison d'accueil, en effet, mais spécifique aux violences conjugales. Donc, on va accueillir que des victimes de violences conjugales. En général, donc, les coups de fil, ça prend du temps ici. C'est pour ça qu'on est parfois difficilement joignable. Mais on prend du temps au téléphone, justement, pour un peu analyser la demande, en fait. Souvent, les gens qui nous téléphonent, ben, c'est la première fois qu'ils en parlent, en tout cas à l'extérieur, à des gens qu'ils ne connaissent pas, à des travailleurs sociaux, etc. Et donc ça, on prend en considération de manière douce, etc. Mais un petit peu quand même diriger un peu les choses pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut envisager une intervention. Ou alors on va recevoir les gens avec des services sociaux qui sont dans les quartiers, beaucoup de consultations ONE aussi, parce que c'est pour certaines dames d'origine étrangère, c'est le seul point d'accroche, où elles sont en confiance, où elles peuvent aller, où il faut aller régulièrement parce qu'il y a les vaccins, peser le bébé, etc. Et donc c'est souvent des services comme ça, ou des crèches, enfin voilà, on peut travailler vraiment avec ça. Et c'est à ce moment-là que soit la conversation se limite est suffisante pour la personne, elle vient chercher une info, et je dirais l'appel se termine, soit ça amène à une prise de rendez-vous. Donc voilà, ça c'est vraiment notre partie ici. Et puis on a tout ce qui est partie hébergement. Donc on a 2 maisons d'accueil avec une capacité complète. Donc, si je mélange les lits, on a 58 lits de disponibles. Femmes et enfants. Femmes et enfants. Alors j'ai oublié de préciser qu'ici on peut recevoir aussi bien les hommes que les femmes. D'accord ? Les hommes qui... Victimes. Et alors on reçoit quelques auteurs. Ah oui. Mais là on va travailler plutôt alors avec Praxis. Praxis, il travaille avec les auteurs de violences conjugales depuis 25 ans. Donc il y a déjà 25 ans que la SBL a été créée. Et nous travaillons essentiellement avec une formule de groupe. C'est-à-dire que nous réunissons 9 personnes qui ont commis des violences conjugales ou intrafamiliales à l'intérieur d'un groupe qui est animé par 2 intervenants, soit psychologues, soit criminologues. Et ces personnes viennent pendant 45 heures à raison de 2 heures par semaine en général, pour parler de leur famille, de ce qu'ils ont fait. Et 80% des personnes à Praxis viennent envoyées par la justice, donc ils sont obligés de venir. Et 25% des gens viennent spontanément, c'est-à-dire sont volontaires pour venir faire une mesure chez nous. Et ils sont installés dans les mêmes groupes, on les mélange, ils sont installés dans les mêmes groupes. Et notre travail, c'est un travail de responsabilisation. Donc c'est responsabiliser ces auteurs pour qu'ils acceptent de parler de ce qu'ils considèrent être leur responsabilité dans ce qui s'est passé et pour essayer d'éviter évidemment les récidives, soit au sein de la même famille, du même couple, soit au sein d'un autre couple, si le couple s'est brisé et que ces personnes recommencent leur couple avec quelqu'un d'autre. Alors ce qui est important de dire quand même, c'est que nous essayons de distinguer la personne des comportements qu'elle fait. Parce qu'il n'y a pas un homme violent, il y a un homme ou une femme, ça arrive aussi chez les femmes, qui produit un comportement violent. C'est très différent que de dire « je suis violent » ou « je suis schizophrène » ou « je suis ceci » ou « je suis cela ». Ça, c'est une étiquette. Si on dit « tu es un homme, mais tu as commis des comportements inacceptables aux yeux de la loi et puis aux yeux de la société aussi au sens large », c'est différent. Et donc, Praxis accueille tout le monde,
sans distinction d'âge, de profession, de culture, voilà. Donc tout le monde est accepté, il est accepté en tant que personne, mais par contre, il ne va pas pouvoir échapper dans notre processus au récit. Il va devoir expliquer son histoire, il va devoir faire un récit de violence devant les autres, quelque chose qui s'est réellement passé, et s'il refuse, il ne pourra pas continuer le travail dans le groupe. Chacun est amené à partager son histoire pour que chacun puisse travailler à partir de l'histoire des autres. Je prends mon ordinateur, j'ouvre ma boîte mail, je prends le mail dans lequel je reçois la lettre de l'avocat, je vois le descriptif de tous les loyers pas payés, des frais, des travaux, de la garantie locative perdue, tout ça, je vois le montant, je le souligne, je descends, je prends mon enfant, je lui dis « Monte, je dois parler à ta maman ». Le petit monte, je ferme la porte et je montre l'écran à qui me dit on va pas parler de ça comme ça maintenant. Je dis non, je veux juste savoir comment est-ce qu'on va payer. Et elle me dit non, écoute frère, vraiment, là tu m'emmerdes, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Je dis écoute, moi j'ai besoin, tu vois, c'est quasiment viscéral, j'ai besoin de savoir comment tu t'engages toi à réparer tes dégâts quoi. Non, ça va pas, non, si tu veux on se voit une autre fois, mais là maintenant je dois y aller. Et je dis non, moi je veux savoir comment tu vas payer, parce que là j'en ai marre. Je brise un peu la distance que j'avais mis, là je rentre un peu dans l'art. Et je pense qu'elle a senti cette rupture de bulle polie, on va dire, et que donc là je rentrais dans le tas, elle m'a dit de toute façon je suis insolvable, je paierai jamais. Tu bascules vraiment dans un autre toi. C'est plus toi quoi. Dans des situations de violence conjugale, on n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Et les auteurs, d'ailleurs, ont souvent beaucoup de mal, Praxis vous le dira mieux que moi, à savoir dans quoi on est. Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est frustré? Est-ce qu'on est heureux? Voilà, tout le panel d'émotions qu'on peut avoir. Adrénaline, sueur, poing fermé, boum. Coup de poing au visage. Choc. Et emmagasiner toute cette violence, hein, quand elle sort fort, quoi. Donc ça n'a pas été une pêche, je pense que ça doit être 2, 3, plus 5 claques. Au visage, toujours. Ouverture de la pommette. 5 points de suture. Et donc elle a porté plainte. J'ai fini les 2 jours, 24 heures en garde à vue. Ouais, en garde à vue. Quand j'étais chez Praxis, j'ai pas insisté sur le fait d'avoir un alibi pour cette violence. J'ai jamais insisté. Il y a un long cheminement de construction-destruction après ça. Après ça, tu as deux pôles. Le pôle qui te dit c'est sorti mal, mais c'est sorti. C'est le genre de truc que si tu gardes, c'est des cancers assurés. Hein, tu vois, c'est le genre de truc que si tu gardes à l'intérieur et que tu n'arrives pas à extérioriser, même si ça a été très très mal extériorisé, c'est le genre de truc qui, aujourd'hui, dans les sociétés actuelles, crée un cancer. Il y a un truc qui cloche à l'intérieur. Et l'autre côté qui me dit c'est horrible, tu as déformé son visage, tu as fait preuve d'une violence extrême quand même, enfin je veux dire. Et donc ce qui m'a vraiment aidé au niveau de ce suivi qui est long chez Praxis, c'est la longueur. C'est un truc qui s'étale sur 6 mois, 7 mois, moi j'ai raté quelques séances. Il y a ces groupes qui sont rotatifs comme ça, où pendant 4 semaines, tu as un groupe, c'est les mêmes, puis il y en a un qui part parce que c'est sa dernière séance, on lui dit au revoir. Puis on a un nouveau qui arrive, qui ne parle pas, il ne sait pas où il est, il faut l'accueillir. Et ce que ça m'a vraiment apporté, c'est déjà avoir un champ extérieur à ma vie professionnelle et familiale, où je rencontre d'autres personnes qui ont fait les mêmes choses que moi et avec qui on partage. Chacun a son fardeau, et en fait, le fait d'écouter le fardeau des autres nous permet de nous situer dans la société, c'est de dire, voilà, mon fardeau il est quand même un peu plus lourd que le sien. Lui, il est dans la merde.
mais on peut l'aider. Et en fait, aussi dure et aussi forte que soit l'histoire qu'on ait vécue chez Praxis, chacun s'aide. Et on ne se rend pas compte. Des mecs qui ont fait ce genre qui ont agi et qui ont fait ce genre de violence on a besoin tu vois, de mettre des mots sur des gestes et des émotions que l'autre a vécues. Parce que sinon, on est toujours dans l'auto-justification de soi-même. Ouais, mais elle me devait de l'argent. Ouais, mais elle m'a mal parlé. Ouais, mais sa famille, c'est des connards. Ouais, mais elle ne donnait pas à manger à mon fils. À un moment, tu te dis, j'ai dépassé la limite. Pourquoi? Et quelles sont les conséquences? Au niveau psychologique, physique et après économique ou sociétal. On est un service de la maison de justice, mais un service qui travaille à la demande des personnes. Donc on ne va jamais intervenir de manière systématique. Notre travail, c'est vraiment de l'information, de l'assistance et de l'orientation. C'est les 3 grands pôles. Et donc l'information, on n'est pas avocat, mais c'est d'informer de ce que c'est que la procédure pénale. En fait, c'est vulgariser la procédure pénale pour leur expliquer ce qui se passe. Et donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir toutes les portes. Voilà, si vous déposez plainte, voilà comment vous pouvez déposer plainte. En général à la police, vous déposez plainte. Qu'est-ce qui se passe avec cette plainte? Parce qu'après la police, il se passe des choses. On travaille énormément avec deux services qui sont le service d'assistance policière aux victimes, qui est un service qui travaille souvent près des polices, soit de service communal, soit de service de la police, ça dépend des communes de Bruxelles, mais qui sont des services qui vont vraiment intervenir en première ligne et qui vont déjà, dans un premier temps, pouvoir aider au niveau social. On peut avoir un service d'assistance policière aux victimes qui nous contacte en disant « Hier, sur notre zone, il y a eu un cas de violence conjugale. L'auteur des faits a été arrêté. Qu'en est-il » On est en contact avec la victime. Qu'en est-il par rapport à ce dossier? Et ça arrive parfois avant même que nous, on ait reçu la saisine. Donc la saisine, c'est un devoir qui est donné comme ça, donc avant que le parquet nous demande. Et donc là, on va rencontrer le magistrat et on lui pose la question. Lorsqu'une victime dépose plainte, soit elle a subi un parcours de violence de nombreuses années et elle dépose plainte et pour elle, c'est le premier pas vers quelque chose. Alors, ou c'est le premier cas de violence si elle dépose plainte. De toute façon, le fait de déposer plainte, c'est quelque chose qui est important parce que c'est une manière de sortir des 4 murs de la maison ou de l'appartement. C'est maintenant, je sors de là. Maintenant, je dis à l'auteur des faits, c'est connu par la société. La société sait ce que je vis. La plainte, pour certaines, c'est ça qui va lui permettre, c'est le fait d'avoir déposé plainte, pour certaines, c'est ça qui va lui permettre de se sauver de la situation. Pour d'autres, pas du tout. Il y a même certaines victimes qui n'ont pas besoin de déposer plainte pour se sauver d'une situation de violence conjugale. Et pour d'autres, le fait de déposer plainte, la plainte va être une partie du travail. Tout le travail d'orientation qui est très important, de leur dire « allez là, là et là ». Parce que être sauvé de cette situation, c'est toute une série de choses qui doivent être mises en place. La plainte en fait partie. Je n'ai pas de réponse malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. La solution de mettre les auteurs en prison n'est pas une solution non plus automatique. Mais je pense que le rappel de la loi, c'est important. Qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité, surtout. Là, ce n'est pas acceptable. Je crois que notre société là, doit clairement dire non, ça, ce n'est pas acceptable. La violence conjugale est un délit puni par la loi. La violence au sein du couple n'a pas de culture particulière. Elle n'a pas de classe sociale, ni de niveau d'études spécifique. On la retrouve partout, que l'on soit marié ou non, hétérosexuel ou homosexuel, cohabitant ou non. Pour les victimes, c'est une destruction de l'intérieur. On doute de soi, on a honte, la confusion est totale. On n'arrive plus à trouver le sommeil, on n'a plus d'appétit. Souvent, on a recours à des médicaments. On est en pleine souffrance sociale. Dans la majorité des cas, les types de violences sont multiples. Voilà, bonjour. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que vous faites ici?
Donc on a organisé un atelier pour informer les gens qui étaient intéressés sur la problématique du genre, la binarité en fait dans les identités du genre en genre, c'est-à-dire la violence domestique, c'est aussi la violence psychologique, donc l'harcèlement scolaire, administratif et plein d'autres. La discrimination. Là on est vraiment concentré sur des chiffres, donc toutes les femmes qui sont mortes de violences domestiques. Sur le mur on peut voir des articles de transgenres qui ont été assassinés juste pour leur identité. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener en fait ce sujet sur le devant de l'actualité parce qu'il faut qu'on en parle, personne n'est intéressé. Pouvez-vous me dire un mot sur donc, la Convention d'Istanbul? En quoi consiste-t-elle et quelles seront ses applications concrètes? Et donc, la Convention d'Istanbul a été signée il y a quand même quelques temps et a été ratifiée par la Belgique en 2016. Par contre, effectivement, nous avons passé une motion au Conseil communal ici en Anderlecht pour faire ratifier cette convention au niveau local, ce qui, je pense, doit être une première au niveau communal en Belgique. Donc, pour nous, c'était très important puisque ce texte met en lumière toute une série de mesures qui seraient à prendre concrètement pour essayer de lutter contre le phénomène des violences faites aux femmes. Alors, ici, sur Anderlecht, ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer un groupe de travail où seront représentés l'ensemble des groupes politiques démocratiques du conseil communal et y joindre l'administration afin de mettre en place un plan d'action qui permettra de mettre sur papier une série de mesures concrètes qui pourront être prises s'ils ne sont pas déjà mises en œuvre sur Anderlecht. La Convention d'Istanbul est très fortement ciblée sur les violences faites aux femmes, mais à côté de ça, il y a toute une série de mesures qui devraient être prises pour élargir le spectre de la problématique. Wat heel belangrijk is voor de volgende jaren, en wat ook zo in de regeerverklaring staat, is dat meer wordt samengewerkt over de domeinen heen rond geweld op vrouwen en gendergerelateerd geweld. Het is typisch een probleem dat met verschillende domeinen van het leven te maken heeft, met gezondheid, maar ook met gelijke kansen, met justitie, politie. En daarom raakt het ook aan verschillende domeinen van het werkveld hier in Brussel. Soms is er door de institutionele structuur van Brussel is het nogal moeilijk om altijd die grenzen te overstijgen, maar het is heel duidelijk in de regeerverklaring genoteerd, en daar zijn wij ook heel blij over, dat er meer coördinatie moet komen en dat er een gewestelijk plan zal komen tegen geweld op vrouwen in Brussel. Dus dat is een heel goede zaak voor ons. En ook de intentie die er is om het verdrag van Istanbul volledig en intensief uit te voeren in Brussel is een heel goede zaak die genoteerd staat in de regeerverklaring voor de komende jaren. Ça passe notamment par l'éducation et par exemple par l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les garçons et pour les filles. Et c'est d'ailleurs, les missions de l'EVRAS, c'est notamment déconstruire les stéréotypes de genre et aussi prévenir les violences entre les garçons et les filles. Je trouve que les victimes sont des personnes qui sont très, très, très fortes. On a parfois cette image de l'auteur qui frappe la victime en dessous. Et en fait, oui, concrètement, dans le quotidien, c'est ça qui se passe. Mais en fait, elles sont vraiment très fortes, ces victimes-là, parce qu'elles ont encaissé énormément de choses. Qu'elles parviennent à un certain moment à se dire maintenant c'est plus possible, quelle que soit la raison qui fait qu'elles disent c'est plus possible, elles y arrivent à un moment donné. Le fait de le dire, c'est pas facile. Le fait de devoir assumer tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui arrive plutôt. Donc toutes les problématiques, se trouver un nouveau logement, trouver un travail, trouver X, Y, enfin, retrouver tout ça, se reconstruire, tout ça n'est pas simple. Donc moi je trouve que ces victimes sont vraiment très 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 fortes. Ça, c'est un grand débat, c'est un débat de société. Moi, je pense qu'il faut remettre de l'humain et moins de l'économie. C'est tout. À partir du moment où le fric passe au-dessus de tout, si le fric est plus important que l'humain, on n'y arrivera jamais. Il faut remettre de l'humain. Je trouve qu'on devrait plus investir dans les aides humaines, dans les aides sociales. Pas spécialement dans les aides, mais dans l'éducation par contre. Ah oui, sûrement. Enfin, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait tenir, quoi. Moi, j'ai plus l'impression que je peux faire confiance à quelqu'un, en fait. Je suis marqué par cette histoire. Il ne faut pas penser à l'autre, il faut penser à toi. Parce que moi, je ce recul, mais imagine-toi, il me prend, il me donne un coup que ça ne va pas et... المرأة ما تفرجش في راسها في حياتها بالك شي صالح في هذا الزوج واخا تبقيتي معاه بانتك شي حاجة ماشي تلهيه ديري حد نهائي ما ترديش
حنا كنقولوا لا، العائله حشومه، ما ندوش الاولاد، ما ندخلوش المشاكل. واني خاص الانسان يعيش حياته، يقرر بوحده وعيش حياتك كما بغيتي.